Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un document historique tristement célèbre, Mein Kampf. Mais on va le faire d'une manière un peu particulière. Au lieu de se jeter directement dans le texte d'Hitler, on va analyser cette édition française en partant de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. On va découvrir ensemble les couches d'avertissement qui ont été ajoutées au fil du temps, de la plus récente à la plus ancienne, pour vraiment comprendre comment ce texte a été présenté et encadré pour le public. Cette citation, elle est glaçante. Et elle ne vient pas de n'importe qui. C'est un général SS qui la prononce, un des rouages du régime pendant les procès de Nuremberg. Ça établit sans aucune ambiguïté le lien direct, la ligne droite, entre les mots de ce livre et l'horreur des camps de la mort. C'est un rappel brutal que non, ce n'est pas juste de la théorie politique. Les conséquences ont été bien réelles et absolument catastrophiques. Alors, quand on ouvre cette édition, la toute première chose qu'on lit, ce ne sont pas les mots d'Hitler. Non, c'est un avertissement. Un avertissement imposé par la justice. Il faut bien comprendre que cette préface, elle n'est pas d'origine. C'est une intervention moderne, décidée par un tribunal parisien en 1979. On a ordonné que cet avertissement soit placé au tout début de chaque livre vendu. C'est une sorte de mise en quarantaine du texte, si on veut. Un contexte obligatoire pour rappeler d'entrée de jeu ce que dit la loi sur l'incitation à la haine raciale. Et cet avertissement, il n'y va pas par quatre chemins. Pas de généralité, non. Il liste, noir sur blanc, les programmes d'extermination et les groupes qui étaient visés. Pour le tribunal, c'était absolument essentiel de nommer les victimes, de rappeler que la doctrine de ce livre a mené au meurtre de millions de personnes, simplement parce qu'elles étaient jugées inférieures. Et puis, il y a ce chiffre. 6 millions, un chiffre effroyable. Et le texte précise d'où il vient. D'Adolf Eichmann lui-même, l'un des grands organisateurs de la Shoah. Le fait que ce soit l'un des bourreaux qui donne cette estimation, ça donne une idée de l'échelle industrielle du crime. Ok, ça, c'était la couche la plus récente. Mais maintenant, on va remonter un peu plus loin. Avant l'avertissement du tribunal de 79, il y en avait un autre, celui des tout premiers éditeurs français dans les années 30, bien avant que la guerre n'éclate. Là, on est face à un véritable acte de défi. Hitler avait formellement interdit que son livre soit traduit en français. Mais les éditeurs, eux, ont décidé de passer outre. Pourquoi ? Leur justification était simple. C'était une question d'intérêt national. Pour eux, le public français devait absolument comprendre la menace que cette idéologie représentait. L'idée n'était pas de promouvoir le livre, mais bien d'exposer le danger. Et pour bien montrer qu'ils avaient raison, les éditeurs mettent en avant des citations comme celle-ci. Le message était clair. Attention, ce livre n'est pas un simple essai politique. C'est un plan de bataille. C'est une menace directe de guerre contre la France. C'était, en quelque sorte, un cri d'alarme qu'ils voulaient que tout le monde entende. Et là, attention, c'est le coup de force. Les éditeurs vont retourner la logique nazie contre elle-même. Ils citent cette définition très cynique du droit, et en gros, ils disent « Ah oui, le droit, c'est ce qui sert le peuple allemand. Eh bien nous, on considère que publier ce livre, même si c'est illégal, ça sert l'intérêt du peuple français. » C'est une pirouette intellectuelle incroyablement audacieuse pour l'époque. Bon, après avoir traversé ces deux couches de protection, ces deux avertissements, on arrive enfin au cœur du réacteur. La préface d'Hitler lui-même écrite depuis sa cellule de prison. On est en 1924. Hitler est en prison. Et il a un double objectif en tête. D'abord, bien sûr, poser les fondations de son mouvement, expliquer ses buts. Mais le deuxième objectif est tout aussi important pour lui. C'est de construire son propre mythe. Il veut prendre le contrôle de son histoire, se raconter lui-même, pour contrer ce qu'il appelle la légende que ses ennemis auraient créée sur lui. On entre maintenant dans le premier chapitre. C'est là qu'Hitler commence à construire le récit de sa jeunesse, le moment où, selon lui, tout a basculé et où sa conscience politique est née. Dès les toutes premières lignes, le ton est donné. Il balance sa conviction la plus fondamentale: tous les peuples de langue allemande doivent être réunis dans un seul et même empire. Et il ne présente pas ça comme un projet politique, non, mais comme une sorte de destin, une évidence quasi mystique qui serait liée à son lieu de naissance, juste à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Ensuite, pour raconter son adolescence, il met en scène un conflit central, presque un cliché, le père contre le fils. D'un côté le père, qui incarne l'ordre, la stabilité, la vie rangée de fonctionnaires, et de l'autre, lui, le jeune artiste rebelle qui rêve d'un autre destin. C'est un outil narratif très puissant pour se peindre en individu exceptionnel qui a dû lutter contre le conformisme dès son plus jeune âge. D'où lui vient cette politisation ? Eh bien, il nous dit que tout a commencé à l'école, pendant les cours d'histoire. C'est là qu'il aurait appris à faire la différence entre le patriotisme un peu vieillot, loyal à la dynastie des Habsbourg, et le nationalisme racial, basé sur le sang.
Et c'est là, dit-il, qu'il a commencé à détester l'Empire austro-hongrois, qu'il voyait comme une sorte de prison pour le peuple allemand. Le deuxième chapitre nous emmène à Vienne, la capitale de l'Empire. Hitler va nous décrire cette période comme des années de misère et de souffrance, mais surtout comme le moment et le lieu qui ont forgé toute sa vision du monde. C'est là qu'il aurait eu sa grande révélation. Un moment clé de son histoire, c'est son échec à l'entrée des Beaux-Arts. On lui aurait dit que son vrai talent, ce n'était pas la peinture, mais l'architecture. Un rêve impossible pour lui, qui n'avait pas le bon diplôme. Cette frustration, cette humiliation, c'est le terreau sur lequel il va construire sa vision du monde. Il se pose en victime, en génie incompris que la société a rejeté. À partir de ce qu'il dit avoir observé sur les chantiers, il élabore toute une théorie sur la classe ouvrière. Il décrit un processus en 5 étapes. Le travailleur arrive en ville, il galère, il s'habitue à la précarité, puis il devient complètement indifférent à la nation, et à la fin, il devient une simple marionnette, un outil prêt à se retourner contre l'État. C'est une généralisation de son expérience personnelle qu'il transforme en prétendue loi sociale. Et toute cette période de sa vie à Vienne débouche, dans son récit, sur une grande conclusion. Ces années de misère lui auraient ouvert les yeux sur ce qu'il va présenter comme les 2 menaces mortelles pour le peuple allemand. Et les voilà, nommés clairement, le marxisme et le judaïsme. Il affirme avoir découvert à Vienne qu'ils étaient les 2 facettes du même mal. Et le plus terrible, c'est qu'il ne présente pas ça comme une haine sortie de nulle part, mais comme le résultat d'une analyse froide et lucide, forgée par la souffrance et l'observation. Ce qui nous laisse avec cette question, qui est fondamentale. En parcourant les différentes couches de ce livre, des avertissements des autres jusqu'au récit personnel d'Hitler, on assiste à une transformation terrifiante. Le ressentiment d'un artiste raté, le sentiment d'être une victime, se transforme, se rationalise pour devenir une idéologie de mort. Comprendre ce mécanisme est absolument crucial, pour ne jamais oublier le chemin qui peut mener des mois d'un homme à l'horreur d'Auschwitz.